Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que je peux avoir un retour? Oui. Oui. Docteur. Oui, bonjour, Ok. docteur. Bonjour. Oui. Donc, vous laissez la parole, s'il vous plaît, à votre déléguée. C'est elle qui va être mon interface. Donc, c'est elle qui va me répondre s'il y a un problème. OK, d'accord? Très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. OK, donc, cardiopathie et grossesse. Donc, il faut savoir que le problème des cardiopathies n'est pas le même à travers les pays. Bien sûr, si on est confronté chez nous, en pays en voie de développement, donc les principales cardiopathies qu'on a à gérer, ce sont les cardiopathies, surtout rhumatismales. Chez les pays en voie de, c'est les pays développés, chez les pays de l'Ouest, donc la prise en charge est surtout en rapport avec les cardiopathies et ischémiques. Donc, vous voyez, donc le problème n'est pas le même de par le monde. Nous, comme on est un pays en voie de développement, donc on regroupe les deux pathologies, c'est-à-dire les pathologies rhumatismales et les pathologies des pays en voie de développement. Donc, la prise en charge des cardiopathies pendant la grossesse doit prendre en considération le pronostic fœtal, mais surtout le pronostic maternel. C'est ça qui nous intéresse. Le plus important, c'est surtout le pronostic maternel. Du coup, donc, avant d'autoriser une grossesse, normalement, une femme doit faire son bilan et on doit la préparer pour sa grossesse et voir s'il n'y a pas de contre-indication à la grossesse ou bien si elle doit mener sa grossesse avec une surveillance très étroite. Donc, toute cardiopathie nécessite donc, en cas de grossesse, elle nécessite une étroite collaboration entre cardiologues, anesthésistes, obstétriciens et déontologistes. Il faut savoir qu'au cours de la grossesse, donc le corps de la femme enceinte va subir des modifications, en dehors bien sûr de la cardiopathie, pour pouvoir donc assurer les conditions nécessaires au développement du fœtus. Ces modifications ont pour objectif donc une amélioration de la perfusion placentaire, donc pour un développement embryonnaire au début puis fœtal optimal. Et elles sont mesurables donc dès la 3e semaine après la conception, c'est-à-dire même avant le premier mois, la femme commence à voir ces modifications dans son organisme. Bien sûr, ces modifications, elles sont hormonales, elles sont hémodynamiques. On va les revoir en résumé. Donc, il y a principale modification au cours de la grossesse. Premièrement, on aura donc une augmentation de la volémie. Une augmentation de la volémie pour assurer donc une perfusion optimale pour le fœtus et même pour que la femme puisse mener sa vie le plus normalement possible. Donc, pour augmenter donc, cette perfusion, il faut dans un premier temps une augmentation de la volémie. Pour augmenter la volémie, il faut une activation du système hormonal qui va être responsable d'une rétention hydrosodée. Donc, l'eau ne va pas être éliminée, mais il va être maintenu pour assurer donc une bonne perfusion. Donc, cette augmentation de la volémie n'est efficace que si elle est accompagnée d'une augmentation de la contractilité du cœur, de la force d'éjection du cœur. Donc, augmentation de la force, de la fraction d'éjection, c'est-à-dire du travail myocardique. Donc, on a augmentation de la volémie dans un premier temps, augmentation de l'effet inotrope, bien sûr sous l'effet hormonal, de la force de contraction du myocarde, et pour faciliter la force d'éjection du ventricule, on aura une diminution des contraintes.
Quelles sont les contraintes à l'éjection du ventricule? Eh bien, les contraintes, ce sont la post-charge. C'est les pressions qui existent au niveau de l'aorte. Ben, au cours de la grossesse, vous allez avoir une diminution de cette post-charge. Donc, augmentation de la volémie, diminution de la post-charge et augmentation de la force contractile du myocarde, bien sûr, de la femme parturiente, de la femme enceinte. Donc, cette augmentation va nécessiter donc obligatoirement une augmentation de la masse ventriculaire, de la charge du travail du cœur et donc de la consommation en oxygène. Donc, toutes ces modifications, augmentation de la volémie, augmentation de la précharge, qui dit augmentation de la volémie dit augmentation de la précharge, augmentation donc de la force d'éjection du ventricule gauche, diminution de la post-charge, ils vont aboutir donc à une augmentation du débit cardiaque. Donc, elle aura pour conséquence, cette augmentation, une augmentation, plutôt la diminution de la post-charge aura pour conséquence une diminution des pressions systémiques. On aura donc cette diminution de la pression systémique va porter dans un premier temps sur la pression diastolique qui va diminuer de 5 à 10 mm de mercure. Donc, sur quelle action on aura donc ces modifications, ces diminutions des résistances vasculaires systémiques? Donc, on aura une augmentation de production hormonale, notamment la progestérone, le monoxyde d'azote et la prostaglandine, bien sûr, qui sont produits par le fœtus, par le placenta, mais aussi par le corps maternel. Donc, l'augmentation du volume de l'utérus de la femme à partir de la 26e semaine d'aménorrhée va entraîner une compression de la veine cave inférieure, donc va diminuer le retour veineux. C'est pour ça, bon, pour éviter cette compression de la veine cave inférieure, donc on demande toujours à la femme de se mettre en décubitus latéral gauche pour laisser donc le retour veineux se faire le plus normalement possible. Sinon, la compression de la veine cave inférieure serait responsable des œdèmes des membres inférieurs parce que le retour ne se fait pas d'une manière optimale. Bon, ça, ce que je viens de vous expliquer sur cette... c'est pour ça que vous trouvez des petits œdèmes au niveau des œdèmes et peut-être même des petits varices au niveau des membres inférieurs dans la région donc rétromalléolaire. Donc, elle est expliquée par l'augmentation de la pression veineuse qui est en rapport avec la compression de l'utérus de la veine cave inférieure. Le volume sanguin, comme je vous dis, puisqu'il y a une rétention hydrosodée, donc cette rétention hydrosodée sera responsable donc d'une augmentation de la volémie. Et cette augmentation de la volémie, elle peut atteindre jusqu'à 50% vers la 32e semaine d'aménorrhée. Il faut savoir que ces modifications hormonales, ces modifications vont être optimales, surtout au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Donc, c'est pour ça, c'est au cours de ce deuxième trimestre que les manifestations vont se voir chez la femme cardiopathe, qu'elle va avoir la symptomatologie fonctionnelle et les signes physiques d'une insuffisance cardiaque. Cette volémie, donc, qui va augmenter, va entraîner, bien sûr, il n'y aura pas parallèlement une augmentation des globules rouges. Donc, les globules rouges vont être dilués dans une masse sanguine très importante qui sera augmentée et donc va aboutir à une dilution des globules rouges. Ça va entraîner ce qu'on appelle donc une anémie physiologique de dilution, donc une anémie d'hémodilution chez la femme enceinte. Donc, on peut accepter chez la femme enceinte, bien sûr, le taux d'hémoglobine à 11 grammes par décilitre, s'il est considéré comme pathologique chez une femme normale, chez une femme enceinte, surtout au cours de la deuxième trimestre de la grossesse, à partir de 11 grammes par décilitre. Donc, on peut parler d'une anémie physiologique de la grossesse en rapport avec l'hémodilution, c'est en rapport avec une augmentation rapide de la volémie
qui ne suit pas, donc la production érythrocytaire ne suit pas cette rétention hydrosodée rapide. Donc, vous voyez qu'au début, elle est de 11 grammes par décilitre, qui se voit au cours du premier et troisième trimestre de la grossesse, mais qui peut aller descendre jusqu'à 10,5 grammes par décilitre au deuxième trimestre de grossesse. Après donc l'accouchement, la volémie diminue après la délivrance par perte sanguine, donc obligatoire, et ne revient à la normale que 4 à 6 semaines plus tard. Donc, les facteurs responsables de ces modifications hormonales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les œstrogènes qui sont produits par le fœtus, c'est-à-dire par le placenta et par la mère, qui entraînent donc une augmentation de la fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque contribue, elle aussi, à l'augmentation du débit cardiaque et donc la contractilité myocardique, donc l'augmentation de l'inertropisme de muscles cardiaques est augmentée sous l'action, sous l'effet des œstrogènes. Bien sûr, cette contractilité, elle est facilitée par la diminution des résistances vasculaires systémiques. La diminution des résistances vasculaires systémiques, bien sûr, se fait sous l'action de la progestérone. La rétention donc hydrosodée, qui explique donc l'inflation volumétrique ou l'augmentation de la volémie, en rapport avec l'activation du système rénine-angiotensine par les œstrogènes et la stimulation de l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Une chose, donc si on doit retenir ce qu'il y a comme modification principale chez la femme enceinte, donc je ne vous demande pas de retenir tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des notions générales. Il faut savoir qu'en cas de grossesse, il y a des modifications dans le système cardiovasculaire, donc qui augmentent la demande métabolique du mère et du fœtus. Donc cette modification donc, est due à une augmentation de la volémie, qui est surtout visible au cours de la première moitié de la grossesse, par augmentation donc, du plasma et pas par l'augmentation des globules rouges, un état d'hypercoagulation. Et là, vous avez dans cette diapo, je vous explique l'augmentation de l'état de cette coagulation donc accrue. Donc, il faut faire très attention chez la femme enceinte parce qu'il y aura une augmentation de l'activité hépatique enzymatique. Donc, le foie se met à sécréter beaucoup les enzymes. Et comme vous le savez, les facteurs de la coagulation, ce sont donc des enzymes et des coenzymes. Et donc, on sera dans un état d'hypercoagulabilité. À l'opposé, on aura une diminution de l'albumine. L'albumine, normalement, qui fixe les protéines. Et une fois que ces enzymes sont fixées normalement, ils sont inactifs. Mais cette diminution de l'albumine entraîne une augmentation de l'activité de ces enzymes. On aura aussi une augmentation de la filtration glomérulaire et une modification des protéines liantes, ce qui explique donc la modification de la pharmacocinétique des médicaments chez la femme enceinte. Donc, vous aurez augmentation de certains facteurs de coagulation, une diminution de certaines protéines régulatrices de la coagulation, notamment les protéines C et S et l'antithrombine 3. Vous vous rappelez bien que l'antithrombine 3 intervient dans l'activation, plutôt l'héparine utilise l'antithrombine 3 pour l'activation des plaquettes et à une diminution de la fibrinolyse physiologique. Bon, c'est un petit résumé donc ce que je viens vous dire sur les modifications que la femme enceinte, les modifications hémodynamiques durant une grossesse normale, pas obligatoirement chez une femme qui a une cardiopathie sous-jacente. On a la volémie qui augmente de 40 à 50% jusqu'à la moitié de la grossesse, augmentation de la fréquence cardiaque. Et cette fréquence cardiaque, elle est surtout par stimulation du système sympathique. Et bien, elle est beaucoup, c'est au moment des contractions utérines, au moment de l'accouchement, que cette fréquence, elle augmente donc d'une manière considérable. Donc, comme je vous ai dit, l'augmentation de l'inertropisme, augmentation de la précharge, diminution de la post-charge, contribue à l'augmentation du débit cardiaque qui augmente de 30 à 50%. La pression artérielle, vous avez donc une diminution de la pression artérielle de l'ordre de 10 mm de mercure et cette diminution va porter surtout sur la pression artérielle diastolique.
le volume d'éjection systolique augmente du premier au deuxième trimestre, puis commence à diminuer dans le troisième trimestre, et il y aura diminution des résistances vasculaires systémiques. Bien sûr, il y aura d'autres paramètres qui vont être modifiés. Vous avez l'épidémie, une anémie gravidique physiologique que je viens de dire, c'est une anémie donc de dilution, d'hémodilution. C'est une anémie en général qui est normocytaire, normochrome. Donc, une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile qui est physiologique, mais il ne faut pas que ce soit une augmentation importante. À cause de l'augmentation aussi de la volémie, on peut avoir une vitesse de sédimentation qui est accélérée, qui peut atteindre 60 minutes donc à la première heure, sans qu'elle soit pathologique. Une hypoprotédémie, comme je l'ai dit, une hyperlipidémie, une augmentation de la filtration glomérulaire par augmentation de débit rénal et de l'hémodilution. Bon, les manifestations cardiovasculaires de la femme enceinte pourraient avoir donc une petite dyspnée, une petite intolérance à l'effort, une tachycardie, des œdèmes des membres inférieurs, et surtout après l'âge de 30 ans. On peut avoir un sifflet à l'auscultation, un souffle systolique au foyer pulmonaire, donc d'hyperdébit. Surtout à la fin de la grossesse, il est mis audible donc en décubitus latéral gauche. Aussi, on peut avoir un dédoublement de premier bruit et un éclat de B2 en rapport avec l'hyperdébit. Voilà, là, je vous ai résumé donc les symptômes qu'on trouve chez la femme enceinte. Encore une fois, je ne vous demande pas de retenir ni d'apprendre ces signes. Ça fait partie de la culture générale. Et ça va me permettre d'introduire mon cours. Ce qui m'intéresse, ce sont les femmes enceintes. Ça, ce sont les modifications physiologiques au cours de la grossesse. De même que les modifications, on peut avoir donc une modification électrique chez la femme enceinte. Ces modifications sont aussi physiologiques et sont dues donc à l'augmentation du volume de l'utérus. Donc, chaque fois que l'utérus prend du volume, il va soulever donc le cœur, il va modifier donc l'axe du cœur. On peut avoir des modifications, des anomalies de la repolarisation, une petite onde Q en D3, une onde P aussi inversée, mais ces signes disparaissent donc en inspiration, si le patient lui demande d'arrêter de respirer. Mais ils n'ont pas d'incidence lorsqu'ils surviennent sur un cœur qui n'est pas malade, sur un cœur sain. La radiographie, vous savez tous qu'elle est contre-indiquée chez la femme enceinte, mais on peut être amené à faire une radiographie si on est obligé. Dans ce cas-là, il faut donc cacher le ventre de plan et on peut avoir des signes de petits œdèmes pulmonaires, une horizontalisation du cœur qui sont en rapport avec l'augmentation du volume de l'utérus et la rétention hydrosodée, un petit épanchement pleural, un petit aspect de cardiomégalie. Bon, le volume, bien sûr, en rapport avec l'augmentation de la précharge, augmentation du retour veineux. Vous allez avoir le cœur pour pouvoir mieux éjecter, si vous avez bien compris la loi de Starling. Il va essayer de se dilater un tout petit peu, bien sûr, pour pouvoir éjecter cette grande quantité donc, du volume sanguin qui arrive au niveau du cœur. Donc, on peut avoir donc, une augmentation de la fraction d'éjection, une augmentation du diamètre du ventricule gauche. On peut avoir en rapport avec ça, mais c'est pas obligatoire. L'échocardio peut être tout à fait normal, mais dans certains cas, on peut avoir donc un petit épanchement péricardique, une petite insuffisance mitrale ou une insuffisance tricuspide fonctionnelle, c'est-à-dire secondaire, et qui n'est pas en rapport avec une atteinte organique des valves mitrales ou tricuspides. Donc, au cours de la grossesse, on ne peut pas interpréter l'échocardiographie chez la femme enceinte. Il faut être prudent parce qu'il y a des petites modifications, sauf si on a donc une augmentation importante des qualités cardiaques. Là, bon, on doit penser à autre chose. Donc, ces conséquences de la grossesse sur un cœur qui est malade, donc, expliquent la décompensation des cardiopathies, d'une cardiopathie préexistante ou sous-jacente qui n'est pas connue.
paradoxalement, il y a d'autres cardiopathies qui sont bien tolérées. On va voir pourquoi et j'ai essayé de vous expliquer quelles sont les cardiopathies qui sont bien tolérées et quelles sont les cardiopathies qui sont mal tolérées au cours de la grossesse. Comme je vous dis, le plus important au cours de la grossesse, chez une femme qui a une cardiopathie sous-jacente, c'est l'implication pronostique. Au premier lieu, c'est surtout le pronostic maternel qui nous intéresse, parce que le pronostic maternel passe avant le pronostic fœtal. Pronostic maternel, c'est surtout la survenue d'accidents gravido-cardiaques, c'est-à-dire d'insuffisance cardiaque, de décompensation cardiaque au cours de la grossesse. Les thromboses veineuses et l'embolie pulmonaire, donc ils sont très fréquents chez la femme enceinte. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que au cours de la grossesse, il y a un terrain d'hypercoagulation en rapport avec l'augmentation des protéines liantes et l'augmentation surtout de l'activité hépatique, enzymatique et des facteurs de la coagulation. On peut avoir donc une insuffisance cardiaque, on peut avoir de passage en fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque. Chez le fœtus, il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses et les malformations néonatales qui sont en rapport avec ces prises médicamenteuses et on peut avoir un taux d'avortement spontané. Vous allez le savoir quand vous allez faire votre module de gynécologie que les avortements spontanés qui se voient avant la 12e semaine d'aménorrhée sont en général en rapport avec les malformations qui surviennent chez le fœtus. Et on peut avoir en rapport aussi avec les prises médicamenteuses, des accouchements prématurés, des mortalités prématurées. Donc, il faut faire très attention en prenant en charge cette femme enceinte. On va commencer, puisqu'on est un pays qui reste toujours un pays endémique de cardiopathie rhumatismale, on va voir les différentes valvulopathies. On vous a dit, parmi les formes cliniques de rétrécissement mitral, on va commencer par le rétrécissement mitral. C'est la valvulopathie qui est très mal tolérée au cours de la grossesse. En général, parmi les circonstances de découverte de rétrécissement mitral, si vous revoyez votre cours, vous allez voir que la première cause, c'est la grossesse, en rapport avec l'augmentation de la volémie. Bien sûr, vous imaginez qu'il y a une augmentation de la volémie, l'orifice mitral qui est rétréci, qui ne laisse pas passer du sang, donc il y aura une augmentation du volume important au niveau de l'oreillette gauche, soit il va dilater l'oreillette gauche et donc va entraîner la formation de la fibrose au niveau de l'oreillette gauche qui est responsable de circuits de micro-réentrée, comme il vous l'a expliqué mon collègue Dr. Lesoub, est donc responsable de fibrillation auriculaire, ou bien une augmentation brutale qui va entraîner donc l'augmentation des pressions en amont, c'est-à-dire au niveau des veines pulmonaires capillaires pulmonaires, qui est des capillaires pulmonaires, des échanges alvéolo-capillaires, et donc l'œdème pulmonaire. En général, c'est une femme qui se porte bien, qui vous fait une crise d'OAP, un œdème aigu pulmonaire, il faut rechercher cette notion de rétrécissement mitral, il faut rechercher ce rétrécissement mitral. Donc, en général, quand on a rétrécissement mitral, les circonstances de découverte de rétrécissement mitral chez une femme enceinte, c'est le passage en fibrillation auriculaire ou bien l'œdème aigu pulmonaire, parfois même syncope, s'il y a formation de thrombus qui peut entraîner l'obstruction de l'orifice mitral. Donc, la mortalité maternelle, elle est importante si elle n'est pas prise en charge d'une manière donc adéquate. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas autoriser donc une grossesse si vous avez donc une surface mitrale inférieure à 1 cm². Et normalement, dès qu'on a une surface mitrale qui est inférieure à 1,5 cm², là, il faut préconiser une dilatation mitrale. Donc, vous imaginez bien, on a une oreillette gauche qui est très dilatée, qui n'arrive pas à se vider dans le ventricule gauche en raison de rétrécissement de l'obstacle à la vidange de l'oreillette gauche, du passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, parce que l'orifice mitral est pratiquement fermé, donc il est sténosé, c'est la sténose mitrale ou le rétrécissement mitral. Comment faire pour laisser la vidange pour qu'elle se fasse bien? Eh bien, vous savez tous que la vidange de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche se fait pendant la diastole. Et devant toute tachycardie, la tachycardie se fait toujours aux dépens de la diastole. Donc, chaque fois qu'elle est rapide, surtout si elle a un passage en infarct, donc il y a un raccourcissement de cette diastole. Et le raccourcissement de la diastole veut dire que l'oreillette gauche ne va pas bien se vider dans le ventricule gauche.
Et donc, le traitement idéal dans ce cas-là, d'une manière, si on essaye de raisonner d'une manière physiopathologique, il faut donner les bêta-bloquants pour ralentir la fréquence cardiaque et permettre donc une meilleure vidange de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche. Donc, le premier traitement de première intention en cas d'un rétrécissement mitral serré, que ce soit chez la femme enceinte ou chez la femme qui a un rétrécissement mitral, en gros, c'est ça. Dans les deux cas, donc, quand vous êtes devant un rétrécissement mitral, il faut essayer de ralentir la fréquence cardiaque pour permettre un meilleur remplissage du ventricule gauche. Bien, si malgré ça, la patiente reste toujours symptomatique, eh bien, on peut avoir recours, comme on vous l'a déjà dit, dans le TD de l'œdème aigu pulmonaire, on peut avoir recours au diurétique ou bien aux dérivés nitrés. Il faut commencer. Sinon, il faut bien sûr le traitement anticoagulant chez la femme qui a un rétrécissement. Voilà, donc je pense qu'il y a un problème de connexion avec Internet. Donc, l'indication de traitement anticoagulant, si le RM s'accompagne d'une fibrillation auriculaire, il faut. Oui, maintenant, je pense que vous m'entendez. Oui. Très bien, merci. Donc, en cas d'inefficacité de traitement médical, donc, il faut aller directement vers la commissurotomie mitrale percutanée. Si vous vous rappelez bien, quand on avait fait le cours sur la surveillance d'un opéré du cœur, je vous ai dit qu'il faut toujours privilégier un geste conservateur qu'un geste de remplacement, que ce soit par une valve biologique ou mécanique. Donc, toujours, première indication, c'est la commissurotomie. Bien sûr, on est dans le cas de rétrécissement mitral, il faut ouvrir cet orifice par ballonner, ce qu'on appelle la commissurotomie mitrale percutanée. Donc, on peut la faire pendant la grossesse, bien sûr, en protégeant donc le ventre de la parturiente avec une blouse plombée. Et c'est une procédure qui se fait donc normalement le plus facilement possible, avec de rares complications, bien sûr, avec une équipe qui est entraînée. Bien sûr, si c'est une grossesse qui n'est pas vraiment très avancée, on peut donc faire une interruption thérapeutique de la grossesse et une cure ultérieure donc de son rétrécissement mitral. Là, c'est un schéma pour vous montrer comment se fait donc la dilatation mitrale. Donc, on introduit donc un ballon par une voie veineuse, donc à travers la veine cave inférieure, veine cave supérieure, l'oreillette droite, puis on traverse le septum interauriculaire pour aller dans l'oreillette gauche. On fait pénétrer donc le ballon à l'intérieur donc de l'orifice mitral qui est serré, que vous voyez dans ce deuxième schéma, donc une moitié donc qui est gonflée, puis on gonfle la deuxième moitié et l'ouverture des deux donc va aboutir donc à la cassure. Vous voyez là au début, il y avait des empreintes de rétrécissement mitral, des commissures donc qui sont fermées, et là la ligne devient horizontale, elle devient donc verticale, parallèle, les deux lignes, c'est un bon signe qu'on a pu ouvrir l'orifice mitral. C'est la commissurotomie mitrale percutanée. Bien sûr, cette indication de la dilatation mitrale percutanée ou la commissurotomie mitrale percutanée a ses indications et ses contre-indications. Il ne faut pas oublier qu'elle a des contre-indications, la commissurotomie mitrale percutanée. Qui peut me les rappeler, les contre-indications de la dilatation mitrale percutanée? J'attends vos réponses. Vous pouvez lever la main. Essayez de lever la main. Non, c'est qui parle? Je ne sais pas. Là, il faut que vous levez la main ou là, vous demandez la parole. Très bien. Lamia Tarab, c'est ça? Oui, vous pouvez parler? Présence d'autres valvulopathie associées. Très bien. Donc, l'existence d'une autre valvulopathie, bien sûr, en dehors de la grossesse, là, on n'est pas dans la grossesse. C'est pendant la grossesse, il faut dilater, même si elle a d'autres valvulopathies, pour sauvetage maternel. Mais bon, les autres indications en dehors de la valvulopathie, c'est l'existence d'autres valvulopathies. C'est une patiente qui a, en plus de rétrécissement mitral, une insuffisance aortique importante au stade opératoire. Eh bien, il faut pas hésiter donc
à l'opérer directement pour régler les deux problèmes. Oui, deuxième indication. Présence de coronaropathie. La présence de coronaropathie n'est pas une contre-indication à la dilatation mitrale percutanée, parce que c'est un geste qui peut se faire en même temps que la dilatation mitrale. État de la valve mitrale, c'est-à-dire, j'aimerais bien entendre Dr Mergui Najah. Pourquoi l'état de la valve mitrale, si elle peut me parler? Si la valve mitrale est trop remaniée, on préfère un remplacement, la dilatation. Mais non, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous entendez par valve mitrale trop remaniée? C'est-à-dire la valve, elle est dure. Non, il faut être bien précis. Qui peut me donner une réponse? Les valvules ne sont pas souples. C'est qui me parle? S'il vous plaît, essayez de vous présenter. Tareb. Oui, Lamia Tareb, c'est ça. Oui, docteur Tareb. Les valves ne sont pas souples, elles sont rigides. Donc on ne peut pas les dilater. Non, l'état de valve n'intervient pas dans l'indication de la commissurotomie mitrale percutanée. Plutôt, c'est l'état des commissures. C'est quand il y a une calcification des deux commissures, ce qu'on appelle une calcification bicommissurale, qui a une contre-indication à la commissurotomie mitrale percutanée. Donc, on a vu deux contre-indications à la commissurotomie mitrale percutanée, l'existence d'une autre valvulopathie pour laquelle il y a une indication chirurgicale. Deuxièmement, l'état des commissures, c'est les calcifications bicommissurales, qui peut me citer, il reste deux autres contre-indications à la dilatation mitrale percutanée. Qui peut me les rappeler? L'existence d'un thrombus au niveau de l'oreillette. C'est qui parle, s'il vous plaît? C'est qui parle? C'est qui a donné cette réponse? C'est Marwan, non? Bien, c'est ce que vient de dire votre collègue. Très bien, merci. C'est une très bonne réponse. Donc, l'existence d'un thrombus est une contre-indication à la dilatation mitrale percutanée. Pourquoi? Parce que si on dilate cet orifice mitral, le thrombus qui était emprisonné, piégé dans l'oreillette gauche, va se libérer dans le VG. Vous imaginez s'il passe de l'oreillette gauche vers le ventricule, et le ventricule va aller vers toute la circulation et entraîner des accidents thromboemboliques, AVC, infarctus, ischémie étalement. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un thrombus intra-OG, ça devient, la commissurotomie devient une contre-indication. Il faut une chirurgie pour ouvrir la valve et enlever en même temps ce thrombus. Il y a une réponse qui est juste, qui vient de m'être envoyée par Yasmine. L'insuffisance mitrale. Très bien, oui, c'est l'insuffisance mitrale associée. S'il y a une insuffisance mitrale, si on dilate, on risque d'aggraver cette insuffisance mitrale. Donc, les quatre contre-indications à la dilatation mitrale percutanée, bien sûr, en dehors de la femme enceinte, sont l'existence d'une autre valvulopathie pour laquelle il y a une indication opératoire, et l'existence d'un thrombus intra-OG, les calcifications bicommissurales et l'existence d'une insuffisance mitrale associée. Donc, ce sont les quatre contre-indications de la dilatation mitrale percutanée. Mais bon, je vous ai dit, là, chez la femme enceinte, c'est le rétrécissement mitral, c'est la pathologie qui est responsable de la symptomatologie de la femme enceinte. Il ne faut pas hésiter. Bien sûr, en dehors des contre-indications, s'il n'y a pas de thrombus, on peut aller dilater les valves mitrales, le rétrécissement mitral. Là, je vous mets donc ce qui est recommandé par les sociétés savantes. Donc, en cas de rétrécissement mitral, chez les patients symptomatiques ou présentant une hypertension pulmonaire, une HTAP, donc, il faut demander une réduction de l'activité et utiliser des bêta-bloquants sélectifs. Bien sûr, parmi les bêta-bloquants, on peut utiliser le bisoprolol ou le métoprolol. Par contre, il ne faut pas utiliser l'athénolol. L'athénolol est contre-indiqué chez la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'il a un effet tératogène. Il entraîne donc des malformations chez le fœtus. Donc, rappelez-vous bien, le seul bêta-bloquant qui est contre-indiqué chez la femme enceinte, c'est l'athénolol.
Bien sûr, les bêta-bloquants ne sont pas dénués d'effets secondaires. Ils entraînent donc une immaturité hépatique, et cette immaturité hépatique peut être responsable d'une hypoglycémie néonatale du fœtus qui peut être fatale. Donc, quand vous donnez les bêta-bloquants, il faut faire très attention à la glycémie chez le fœtus s'il a des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on préconise donc d'opérer les patientes parturientes qui ont un rétrécissement mitral sévère avant la grossesse. La commissurotomie mitrale percutanée, donc mitrale, doit être envisagée, les indications, chez la femme enceinte avec symptômes sévères ou une pression artérielle systolique supérieure à 50 mm de mercure, malgré un traitement médical optimal. Revenons maintenant à l'insuffisance mitrale, qui peut me dire pourquoi, paradoxalement, par opposition aux réstrictions mitrales, ou chez la femme qui est porteuse d'un réstriction mitrale, la grossesse elle est mal tolérée. À l'opposé, en cas d'insuffisance mitrale, la grossesse est bien tolérée. Est-ce que vous savez pourquoi? Qui peut me donner une réponse? Lève son doigt ou bien peut m'écrire. L'augmentation de volume d'éjection systolique. Pardon. Vous vous présentez, on va vous commencer à parler. Tareb Lamir. Oui. Très bien, oui, docteur Tareb. C'est par l'augmentation de volume d'éjection systolique. Donc elle sera bien tolérée. Non, au contraire, s'il y a une augmentation de volume, donc il y a d'éjection. D'éjection? Oui, en cas de voilà. Comment expliquer l'augmentation du volume d'éjection? En cas d'insuffisance mitrale. On aura une baisse de la... c'est pas bien expliqué. D'accord. Bon, je lis la réponse de Yasmine qui nous dit parce que déjà, l'état physiologique, il y a une insuffisance mitrale fonctionnelle chez la femme enceinte, non? C'est pas à cause de ça. Ramdani, augmentation du retour veineux. Eh bien, docteur Ramdani, c'est augmentation du retour veineux. Normalement, ça doit aggraver parce que ça va augmenter la précharge. Et donc, ça va pas aider la patiente. J'ai une autre réponse, c'est Amira. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'écrire votre nom? Nom de famille, s'il vous plaît. Oui, c'est docteur Dina Rouabhiya. Très bien, c'est juste, vous rejoignez. Donc, c'est Saadi Amira et Dina Rouabhiya. Là, c'est ce qu'ils disent, c'est très juste, parce qu'il y a une diminution des résistances vasculaires, parce qu'il y a diminution de la post-charge. Comment je vais vous expliquer ça? Eh bien, au début, on avait dit qu'au cours d'une insuffisance mitrale, il y a une régurgitation mitrale. Ça veut dire quoi, une régurgitation mitrale? Je suis en train d'expliquer. Docteur Galaxy G6, voilà. Je vais vous expliquer, patientez, docteur Tazib. Donc, je vais vous expliquer. Au cours en cas d'insuffisance mitrale d'une manière générale, on a l'éjection, au moment de l'éjection du ventricule gauche, une partie de cette éjection, du volume qui doit être éjecté vers l'aorte, va aller vers l'oreillette gauche parce que les valves ne se ferment pas bien. Pourquoi ils vont aller plus vers l'oreillette gauche que vers l'aorte? Bien, tout simplement parce que les pressions sont moindres au niveau de l'oreillette gauche par rapport à l'aorte. Et comme le cœur est partisan du moindre effort, donc il est pour lui plus facile d'éjecter vers l'oreillette gauche que d'éjecter vers l'aorte. Et donc le volume régurgité est très important. C'est-à-dire le volume qui va du ventricule gauche vers l'aorte est beaucoup plus important que celui qui va du ventricule gauche, qui va vers l'oreillette gauche est plus important que celui qui va vers l'aorte. Vous vous rappelez, comme vos amis donc, me l'ont bien expliqué ici, la diminution de la post-charge, donc la diminution des contraintes des forces d'éjection du ventricule au niveau de l'aorte en rapport avec la diminution de la pression au niveau de l'aorte. Donc, du coup, le corps n'aura pas une force importante à laquelle il doit lutter pour éjecter le sang vers l'aorte. Et donc, la quantité qui passait auparavant vers l'oreillette gauche va passer dans l'aorte. Et du coup, la femme va se trouver soulagée. Et donc, elle sera moins symptomatique. C'est pour ça qu'on dit, en cas d'insuffisance mitrale, donc la grossesse va être bien tolérée chez cette femme
parce que le volume régurgité va diminuer en rapport avec la diminution des résistances artérielles systémiques. Est-ce que vous avez compris? Un petit oui, quelque part, je ne vois pas de oui. Oui. Est-ce que vous avez compris ou je dois répéter? Oui? S'il vous plaît, docteur, vous pouvez répéter parce qu'il y avait un petit bug lorsque vous étiez en train d'expliquer. Ben, ça ne m'a pas été signalé par votre délégué. Ou si vous la déléguez, je ne sais pas, parce que quand vous parlez, vous ne vous présentez pas, du coup, je ne sais pas qui me parle. Non, c'est pas moi la déléguée. Je Hmm. suis Galaxy G6. C'est pour Ah ça que oui, je c'est vous. ai dit. Oui, Oui. D'accord, merci. je vous en prie. La déléguée, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, docteur. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris, vous? Oui, un peu, oui. Est-ce que vous pouvez répéter pour vos collègues et essayer de leur expliquer? Alors, à l'état normal, Très bien. on a une augmentation de la post-charge. Ça veut dire, et l'éjection du sang qui est dans le VG vers l'aorte, en cas d'insuffisance mitrale, on trouve une régurgitation. Donc, il y a une partie du sang qui revient dans l'oreillette gauche. Et ce qui est plus facile pour le cœur, de passer le sang du VG à l'oreillette gauche que de le faire passer du VG à l'aorte à cause de la faible pression qu'il y a. Donc, en cas d'insuffisance mitrale, le cœur, il est soulagé. Ça veut dire la post-charge est diminuée. Donc c'est plus facile à la femme d'éjecter le sang. Voilà, un peu. Très bien, très bien. Bon, je vais répéter. Donc, normalement, vous avez compris, mais malgré ça, je vais répéter une deuxième fois ce qu'elle vient de dire votre collègue. Je vous dis qu'à l'état normal, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire en cas d'insuffisance mitrale sans grossesse, le ventricule gauche, quand il va éjecter du sang, il va éjecter contre des pressions, contre une post-charge qui est élevée. Puisqu'il a une autre ouverture, une autre porte de sortie, qui est l'insuffisance mitrale, où les pressions qui sont dans l'oreillette gauche sont moindres que ceux qui sont, c'est dans l'oreillette gauche, elles sont de l'ordre de 10, 15, elles sont de 100 ou la 120 au niveau de l'aorte. Donc, il va préférer éjecter le sang vers l'oreillette gauche. Donc, le volume régurgité sera plus important, celui qui va partir vers l'oreillette gauche, par rapport à celui qui va être éjecté dans l'aorte. En cas de grossesse, pendant la grossesse, on avait dit que parmi les conséquences de cette grossesse, c'est qu'il y a une diminution des résistances artérielles systémiques. Ceci, ça va se traduire par une diminution de la post-charge, c'est-à-dire les forces de contrainte qui s'opposent à l'éjection du ventricule gauche. Donc, diminution des contraintes, donc ça va faciliter l'éjection du ventricule, du volume du ventricule gauche vers l'aorte, et le volume qui passait vers l'oreillette gauche va maintenant passer vers l'aorte, et donc le volume régurgité qui passe dans l'oreillette gauche sera moindre, et donc la femme sera bien soulagée. Est-ce que vous avez bien compris, Dr. Saadi? Oui. Très bien, merci. Et donc, c'est pour vous expliquer pourquoi chez la femme qui ont une insuffisance mitrale, leur grossesse est bien tolérée. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en cas d'autres maladies mitrales, surtout la maladie de Barlow, en rapport avec un prolapsus de la valve mitrale, vous savez que les maladies de Barlow, en rapport avec un prolapsus, ont beaucoup de troubles de rythme, et notamment beaucoup d'extrasystoles auriculaires. Et chez la femme enceinte, en rapport avec la dilatation de l'oreillette gauche, donc elle peut aggraver ces troubles de rythme et on peut avoir des passages en enfant. Et bien sûr, si l'augmentation, à condition, bien sûr, l'insuffisance mitrale sera bien tolérée, bien sûr, ça s'entend, à condition que le cœur n'est pas très dilaté et que sa force d'éjection n'est pas altérée. Il faut qu'on soit d'accord. Si, au contraire, son ventricule gauche est très dilaté ou bien sa fraction d'éjection elle est altérée, et bien sûr, ça ne va pas la soulager. Au contraire, puisqu'il y aura une augmentation de la volumétrie, ça va aggraver sa symptomatologie et notre patiente va décompenser. Bien sûr, si dans des cas où on ne peut pas
Quand il y a, bien sûr, si la patiente n'a pas consulté son cardiologue et elle a fait une grossesse, malgré que son état cardiaque ne le permet pas, c'est-à-dire qu'elle a une fonction VG diminuée, abaissée, eh bien, des fois, on sera amené à faire une intervention chirurgicale pendant la grossesse et tout en sachant que la mortalité fœtale, elle est très importante, de l'ordre de 20 à 30%. Il ne faut pas oublier qu'il faut opérer chaque fois qu'il y a une indication et c'est toujours le pronostic maternel qui passe avant le pronostic fœtal parce qu'en l'opérant, on espère que la patiente pourra faire d'autres grossesses. Par contre, si on perd la mère, eh bien, il n'y a personne qui va faire d'autres grossesses. Donc, vous voyez, il faut toujours privilégier le pronostic maternel sur le pronostic fœtal. L'insuffisance aortique, c'est la même chose que l'insuffisance mitrale. Donc, l'insuffisance aortique, normalement, elle sera bien tolérée. Docteur Saadi, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? À votre avis, je vous dis, c'est la même chose. Essayez de voir est-ce qu'il y a une similitude entre les deux pathologies, entre l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale. Alors, vous pouvez parler. Sinon, s'il y a d'autres qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a un bug. Voilà, oui, il ne faut pas que ce soit que Dr Tarab qui réponde, mais il faut que tout le monde participe. Oui, Dr Tarab, je vous écoute. Donc, c'est la même chose avec l'insuffisance mitrale. Les résistances artérielles systémiques sont diminuées, donc la post-charge, elle va diminuer et le volume qui sera éjecté vers l'aorte est plus important que celui qui sera régurgité de l'aorte vers le VG. Donc, elle sera bien tolérée chez la femme enceinte. Oui, c'est très juste. Et qui peut m'expliquer encore mieux? C'est très juste ce que vous venez de dire, c'est juste, c'est ça? Oui, donc, ligne 5, je ne sais pas c'est qui. Oui, docteur, c'est Soumani. Docteur? C'est docteur Soumani. Soumani, docteur. Soumani. Voilà. Donc, docteur, on avait dit que au cours de la grossesse, il y aura une augmentation de la fraction d'éjection et diminution de la post-charge. Oui. Et lors de l'insuffisance aortique, ça sera le rejet du sang de l'aorte vers le VG lors de la diastole. Oui. Et donc, ce rejet sera compensé par ces deux mécanismes. C'est-à-dire l'augmentation du volume éjecté sera plus important et donc va s'accélérer au cours de la grossesse, ce qui explique que la régurgitation sera moindre. Oui. C'est pas, vous rapprochez, mais c'est pas vraiment ça. Mais vous n'êtes pas loin. Ok. Merci. En tout cas, merci pour votre participation. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut essayer? Il y a deux qui ont demandé la parole. Bon, j'ai qu'une seule, c'est toujours Lamia Tarab, mais je pense qu'elle a répondu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Nourzet. Oui, docteur Nourzet? Oui, docteur. Oui. En dehors de la grossesse et au cours de l'insuffisance aortique, il y aura une surcharge volumétrique du VG. Oui. Et ceci va empêcher le VG d'éjecter le sang parce qu'il y a une augmentation des résistances artériolaires systémiques. C'est-à-dire que le cœur va être fatigué. Mais au cours de la grossesse, cette force qui empêche le cœur d'éjecter sera diminuée par la grossesse. Et donc, le cœur ne va pas trouver des problèmes pour éjecter. Donc, il y aura diminution de la post-charge, ce qui va faciliter son tâche. Oui, c'est pas juste, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, une dernière intervention. Bon, est-ce que Ahmed peut répondre? Parce qu'il n'y a que des doctoresses, on n'a pas eu de docteur. Un garçon qui se porte volontaire. Il faut qu'on vous écoute. Alors, un volontaire? Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes.
Alors, il n'y a pas de volontaire? Allez, Mohamed, essaie de répondre. Bon, personne ne veut répondre. C'est ça l'avantage pour vous. Oui, Mazino, j'ai vu. Je ne sais pas c'est qui, mais est-ce qu'il peut répondre? Je vous écoute. Oui. J'ai pas compris pourquoi les résistances artérielles systémiques diminuent au cours de la grossesse. Parce que sous l'effet de la sécrétion des hormones, je vous ai dit surtout par la sécrétion de la progestérone qui est sécrétée par le placenta, parce qu'il ne faut pas oublier que le placenta est une glande qui sécrète des hormones pendant la grossesse. Ok, merci. Et les prostaglandines, c'est le monoxyde d'azote. Qui contribue donc à la dilatation artériolaire et donc à la diminution de la post-charge. Ok, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bon, c'est comme vos camarades ont déjà dit. Donc, l'insuffisance aortique, pourquoi elle sera favorisée par la grossesse, elle sera améliorée plutôt par la grossesse? Eh bien, tout simplement, vous savez tous que l'aorte, surtout la partie initiale de l'aorte, les fibres sont de nature élastique. Si vous ne vous rappelez pas de votre histologie, et on avait dit que la portion initiale de l'aorte, si vous vous rappelez aussi de la physiologie de la contraction cardiaque, qu'elle va servir de cinquième cavité pour maintenir un débit constant et une perfusion permanente de l'organisme. Vous savez tous que le volume va se faire en phase. Il n'est pas continu, l'éjection. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'interruption du passage du sang, eh bien, là, au moment de l'injection, donc, l'aorte initiale va jouer le rôle de réservoir et donc va accumuler du sang et elle va distribuer d'une manière continue le sang vers l'organisme. Et donc, pour qu'il y ait un écoulement continu. En cas d'insuffisance mitrale, eh bien, il y aura une régurgitation, une fuite du sang de l'aorte initiale vers le ventricule gauche. Mais pendant la grossesse, puisqu'il y a diminution des résistances vasculaires, diminution de la post-charge, donc diminution des résistances artériolaires périphériques, donc l'écoulement du sang de l'aorte vers la périphérie va se faire d'une manière beaucoup plus rapide, un écoulement beaucoup plus rapide, et donc il y aura moins de sang qui va être régurgité de l'aorte vers le ventricule gauche. Et donc, vous voyez comment la diminution des résistances vasculaires périphériques ou de la post-charge va contribuer à la diminution du volume régurgité. Est-ce que j'ai été bien compris? C'est oui? Oui, docteur. Très bien. Est-ce que j'attends une question? Est-ce que celui qui n'a pas compris pour que je puisse le répéter? Et apparemment, tout le monde a compris. Donc, voilà. Bien sûr, il faut savoir, en cas d'insuffisance aortique, qui sera accompagné d'autres malformations, notamment la bicuspidie ou la maladie de Marfan, il faut voir le diamètre de l'aorte, puisque le diamètre de l'aorte est important, puisque la grossesse est contre-indiquée et risque d'entraîner une dissection aortique. Donc, il faut être beaucoup plus prudent. Donc, le traitement médical n'est indiqué que si l'insuffisance aortique est symptomatique. Pour essayer donc de diminuer les pressions artérielles périphériques, on a pensé qu'en donnant les inhibiteurs calciques, parce que si on raisonne, s'il faut diminuer donc la post-charge, on donne les inhibiteurs calciques, donc ils vont diminuer ces résistances. Peut-être qu'on a dit que ça pourrait diminuer cette insuffisance aortique, ça pouvait même l'améliorer. Si on avait vu pour les bêta-bloquants pour le rétrécissement mitral, on avait dit, on a pensé que en donnant les inhibiteurs calciques, que ça va améliorer, ça va diminuer cette insuffisance aortique. Eh bien, les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence, peut-être parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'amélioration de cette insuffisance aortique. Et donc, le traitement actuellement repose sur l'utilisation uniquement des diurétiques
en cas d'insuffisance aortique symptomatique. Docteur, Oui, j'ai pas compris une chose. oui. Par rapport à l'écoulement, quand on a dit que l'écoulement vers l'aorte, l'aorte est facilité, mais il est Oui. facilité lors de la systole, alors que la Non, régurgitation non, est dans la non, diastole. non. Il est facilité parce que je vous ai dit, l'aorte maintient un débit constant systolo-diastolique. Parce que vous imaginez, c'est une poche élastique. Donc, quand le sang est éjecté, donc elle va se dilater, puis d'elle-même, elle va revenir à sa taille normale. En revenant à sa taille normale, elle va éjecter du sang de l'aorte initiale vers la périphérie. Et je vous dis, c'est la diminution des résistances périphériques artériolaires, parce que la post-chasse, c'est pas l'aorte, c'est la microcirculation. C'est les résistances artériolaires périphériques. S'ils sont diminués, il n'y aura plus de résistance à l'écoulement du sang de l'aorte vers la circulation périphérique. Donc, comme si quelqu'un peut se sauver rapidement. Donc, l'écoulement sera beaucoup plus rapide vers la périphérie et donc, il y aura moins de volume qui va être régurgité vers le ventricule gauche. D'accord. Je vous en prie. De toute façon, ça, c'est juste pour vous expliquer comment l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale sont bien tolérées au cours de la grossesse par opposition aux maladies. Donc, toujours, chaque fois qu'il y a une régurgitation, elle est bien tolérée à condition que le ventricule gauche ne soit pas trop fatigué. Donc, les patients avec une régurgitation mitralo-aortique ou sévère, avec des symptômes, une fonction ventriculaire gauche diminuée ou une dilatation ventriculaire, doivent être traités chirurgicalement, bien sûr, normalement avant la grossesse. Donc, c'est la prophylaxie, la prévention. Chez la femme enceinte, bien sûr, il faut traiter médical de première intention chez toute femme enceinte qui est porteur d'une valvulopathie régurgitante. On avait dit c'était surtout les diurétiques de première intention. Le rétrécissement mitral, la même chose que le rétrécissement aortique, eh bien, c'est un orifice qui est diminué, donc il y a un rétrécissement, et ce n'est pas les hormones qui vont lever cet obstacle. Il y a un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, et vous imaginez s'il y a une augmentation du volume, le ventricule gauche ne peut pas éjecter l'ensemble de son volume vers l'aorte parce qu'il y a cet obstacle qui empêche le ventricule de faire passer le sang vers l'aorte et de l'aorte vers les organes périphériques. Donc, normalement, en cas de rétrécissement aortique, et surtout si le gradient entre l'aorte et le ventricule gauche est très important, c'est plus de 50 mm de mercure, normalement la grossesse est contre-indiquée. On peut même aller, si la femme fait une grossesse, vers l'interruption thérapeutique de la grossesse, parce qu'elle va mettre en danger la vie de la partériente de la femme enceinte. En cas de dyspnée, on peut s'aider par des diurétiques. Si persistant des symptômes dans tout traitement médical, une intervention sur valve aortique durant la grossesse doit être envisagée. Maintenant, revenons à notre femme qui a des prothèses valvulaires. Vous vous rappelez bien dans le dernier cours, quand on a parlé de la surveillance des patients opérés du cœur chez la femme enceinte, normalement, je ne dois pas parler de ce chapitre parce qu'on l'a vu en long et en large. On avait dit que les patients porteurs de prothèses valvulaires mécaniques ne portaient pas de problème. Le seul problème, c'est le relais par l'héparine au cours du premier trimestre de la grossesse, c'est jusqu'à la 12e semaine d'aménorrhée. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les AVK traversaient la barrière placentaire et ils ont un effet tératogène. Pourquoi tératogène? Parce qu'on avait dit qu'au cours du premier trimestre, il y a l'organogénèse. C'est au cours de ce premier trimestre qu'il y a formation des organes. Et donc, si les antivitamines K traversent la barrière placentaire, ils peuvent donner des malformations. La malformation que vous connaissez tous, c'est l'ouverture de la lèvre supérieure qu'on voit chez certaines personnes. Donc, il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres malformations qu'on peut voir chez la femme qui sont sous AVK. Donc, il faut faire très attention. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que pour l'acénocomarol ou pour le Syntron, on pouvait le laisser à condition que la patiente soit bien anticoagulée avec une dose inférieure à 2 mg par jour. Si elle nécessite des doses plus de 2 mg par jour, dans ce cas-là, il faut faire le relais par l'héparine. Et dans ce cas-là, je vous ai dit qu'il faut diminuer les doses de l'AVK jusqu'à obtenir un INR
inférieur ou égal à 2, et là, lui donner de l'héparine et cibler un TCK ou un TCA au moins 2 fois le témoin. Bien sûr, si vous voulez la mettre sous héparine de poids moléculaire, dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation de faire le dosage de l'activité anti-10A. Et pour la prothèse valvulaire, l'activité anti-10A, elle doit être entre 1 et 1,2. Pour l'aortique, elle doit être entre 0,8 et 1. Et on avait expliqué le dernier cours pourquoi l'anticoagulation doit être beaucoup plus importante dans la prothèse mitrale par rapport à la prothèse aortique. Rappelez-vous bien que les antivitamines K protègent mieux la femme enceinte que l'héparine. Et donc, si vous faites le relais, la patiente, bien sûr, doit être obligatoirement hospitalisée dans un service où on peut doser le TCK pour l'héparine sodique. On utilise généralement l'héparine sodique à la seringue électrique ou l'héparine calcique, qui sont tous les deux des héparines non fractionnées, avec bien sûr la surveillance par le TCA, le temps de céphaline activé, ou le TCK. Les HBPM, les héparines de poids moléculaire, ne sont utilisées que dans des circonstances particulières, parce que je vous ai dit que la surveillance par l'héparine de poids moléculaire nécessite le dosage de l'activité anti-10A, qui ne se fait pas de manière routinière et qui nécessite un coût plus élevé que le TCK ou le TCA. Donc, de première intention, il faut penser à l'héparine non fractionnée, dont la surveillance se fait par le TCK. Pour la prothèse valvulaire, normalement, en dehors du premier trimestre, en post-opératoire, la patiente ne nécessite pas de traitement anticoagulant. Malgré qu'on dise que les prothèses valvulaires, leur dégénérescence est augmentée par la grossesse. Et là, ça me permet de faire une petite pause et de vous poser la question: quels sont les facteurs qui favorisent la dégénérescence des bioprothèses? Qui peut me répondre? Quelles sont les pathologies sous-jacentes qui aggravent, qui accélèrent la dégénérescence? Parce qu'on avait dit que les bioprothèses, leur dégénérescence est augmentée par des états pathologiques, et on a cité au moins 4 situations cliniques dans lesquelles cette dégénérescence est accélérée. Une réponse, s'il vous plaît? Vous devez être prêt pour l'examen, parce que je pense que votre examen ne va pas tarder et ça ne va pas être facile de faire 2 modules en même temps. Parce qu'après la cardiologie, je pense que vous avez entamé actuellement un nouveau module. Et c'est pour ça que je vous demande de revoir et faire vos résumés pour les cours. Toujours pas de réponse? Oui, l'hypercholestérolémie, le diabète, docteur Rouabhia, qui nous dit, donc le tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète, c'est très bien, c'est une excellente réponse. Donc le tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète et surtout l'insuffisance rénale. Il ne faut pas oublier l'insuffisance rénale, oui, très bien. SN, je ne sais pas qui a écrit l'insuffisance rénale, c'est juste, non, ce sont les états cliniques qui favorisent la dégénérescence des bioprothèses. Et je vous ai dit, chez la femme, ça se discute. On disait au début que chez la femme enceinte, la grossesse diminue ou augmente la dégénérescence des bioprothèses, mais il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'il n'en était rien. Donc, normalement, porteur de prothèse valvulaire, est-ce que vous avez des questions sur les porteurs de prothèse valvulaire cardiaque? Je ne vois pas de questions, donc on peut continuer. Les cardiopathies congénitales. Donc, la grossesse, bien sûr, va entraîner des perturbations, comme on l'a dit, une décompensation cardiovasculaire chez les femmes porteuses de certains types de cardiopathie. Congénitale, qui favorise donc l'hypotrophie totale et de complications sont en rapport avec le type de cardiopathie congénitale sous-jacente. Donc, c'est pour ça que la Société française
Je ne sais pas maintenant si le son, il est... Oui, maintenant, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Voilà. Donc, la Société française de cardiologie a classé les cardiopathies avec 3 niveaux de risque de complications ou de décès chez la femme enceinte. Donc, chez toute femme qui a une cardiopathie congénitale, donc c'est en fonction de cette cardiopathie qu'on va patienter à risque faible, intermédiaire ou à haut risque. Bien sûr, vous devinez que les patientes à haut risque, la grossesse, elle est contre-indiquée chez ces patientes. Et là, vous avez le tableau. Les patientes à haut risque, moi, je ne vous demande pas d'apprendre tout ce tableau, mais vous, au moins, vous devez connaître les patientes à haut risque. C'est le syndrome d'Eisenmenger, c'est une HTAP fixe, hypertension artérielle pulmonaire fixée, l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, cardiopathie congénitale cyanogène, toutes les cardiopathies congénitales cyanogènes. Donc, la grossesse est contre-indiquée en cas de syndrome d'Eisenmenger. C'est quoi le syndrome d'Eisenmenger? On vous a dit que toutes les cardiopathies qui peuvent, surtout les valvulopathies, peuvent évoluer vers une hypertension artérielle pulmonaire au début d'hyperdébit, puis va s'installer à la fin une hypertension artérielle pulmonaire fixe qui aboutit à ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. L'HTAP primitive, l'hypertension artérielle pulmonaire primitive et les cardiopathies congénitales cyanogènes. Pour ces 3 cardiopathies congénitales, la grossesse est contre-indiquée. Maintenant, on va voir les cardiopathies à faible risque, c'est-à-dire où la grossesse peut être tolérée, mais à condition de bien surveiller ces cardiopathies. C'est toutes les cardiopathies avec un chêne gauche-droite. CIA, CIV, canal artériel, le CAV, le canal atrioventriculaire, et la sténose pulmonaire. Dans les autres cas, il faut discuter cas par cas. Donc, les cardiopathies mineures ou les cardiopathies qui sont opérées, comme la CIV ou là, donc ils ne posent pas de problème ni pour la fœtus ni pour la mère, donc elle peut mener des grossesses sans risque. Les cardiopathies à gros shunt, gauche-droite, peuvent avoir leur shunt inversé. Pourquoi? En raison avec l'hyperdébit pulmonaire, et donc le shunt qui était gauche-droite va devenir droite-gauche. Il faut faire très attention. Une cardiopathie qui n'était pas cyanogène peut devenir cyanogène si le shunt est important. Bien sûr, les cardiopathies congénitales cyanogènes sont contre-indiquent la grossesse. OK, donc on va passer maintenant aux cardiomyopathies. Là, je vais répéter ce que vous avez fait pour ceux qui ont assisté le cours avec professeur Hamoudi, pour faire une petite notion sur les cardiomyopathies et la grossesse. Je vais commencer par le Meadows. Là, je vois qu'il y a un syndrome de Meadows. Au lieu de R, vous mettez un W. Donc, c'est le Meadows ou la cardiomyopathie de péripartum. C'est une cardiopathie qui survient pendant la grossesse ou durant la grossesse, qui persiste. Normalement, elle apparaît vers le 6e mois et persiste après la grossesse. C'est une patiente qui n'était pas connue comme cardiopathe. C'est ça qu'on appelle le Meadows. Donc, c'est une insuffisance cardiaque aiguë ou aiguë survenant chez la femme dans la période du pré ou du postpartum, disparaissant vers la 6e mois. Pas tout le temps. L'étiologie, on ne la connaît pas. Pourquoi cette patiente qui développe un gros cœur, une cardiomyopathie dilatée, au moment de la grossesse, on a incriminé un facteur immunologique qui serait à l'origine. Bon, les facteurs qui favorisent le Meadows, on dit que c'est surtout les femmes multipares, chez les femmes de race noire. Donc, mais il n'y a pas de véritable statistique pour ça. Les complications les plus fréquentes, ce sont les accidents thromboemboliques. C'est des femmes qui décèdent par des accidents thromboemboliques. La symptomatologie, c'est les symptomatologies d'un gros corps, des cardiomyopathie dilatée, donc ils font de l'insuffisance cardiaque. D'où le traitement, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas de traitement spécifique, quoique que ces derniers temps, on a remarqué que l'introduction de traitements pour arrêter l'allaitement, je ne me rappelle plus le nom du traitement, améliorer le pronostic. Si on donnait ce traitement ça va me revenir le nom, le médicament, mais c'est une évolution qui est imprévisible. Il faut savoir
que l'évolution dans la guérison se voit dans 50% des cas. Dans les 50% des cas, 25% des cas vont avoir une restitution ad integram, c'est-à-dire le cœur va revenir à son état initial, et les 25 autres cas, la maladie va rester stable à son niveau, mais 50%, il faut faire très attention donc sur les Meadows, surtout si on veut faire une autre grossesse. Bien sûr, c'est l'état de la patiente ne le permet pas. Il faut indiquer un avortement thérapeutique ou extraction fœtale pour sauvetage maternel. Donc, toute cardiomyopathie avec une fraction d'éjection inférieure à 30-40%, chaque fois que la fraction d'éjection est inférieure à 40%, c'est une contre-indication à la grossesse. Et lorsque la femme fait une grossesse, il faut indiquer une interruption thérapeutique de grossesse. Les CMH, les cardiomyopathies hypertrophiques, la grossesse est généralement bien tolérée chez les patients qui n'ont pas de gradient intraventriculaire. Donc, s'il n'y a pas de gradient, la grossesse elle est tolérée. Par contre, s'il y a un gradient, elle sera mal tolérée pendant la grossesse. Traitement, bien sûr, c'est de toutes ces CMH, c'est le traitement par les bêta-bloquants. On vous a dit que la transmission de la cardiomyopathie, donc c'est une forme familiale, elle est génétique. Maintenant, revenons maintenant, après avoir ces cardiomyopathies valvulaires, les cardiomyopathies d'une manière générale, on va voir l'insuffisance coronaire. L'insuffisance coronaire, comme je vous ai dit, au cours de la grossesse, le cœur va se trouver son travail augmenté et donc augmentation de consommation de l'oxygène. Donc, si la femme elle a déjà une coronaropathie sous-jacente, l'augmentation du travail du cœur va décompenser cette coronaropathie. Actuellement, on voit de plus en plus de femmes. Donc, vous avez remarqué que l'âge de mariage il est avancé. Avant, c'était maximum 20 ans, 25 ans. Maintenant, les femmes se marient tardivement, plus de 30 ans. Deuxièmement, c'est les femmes commencent à fumer. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de coronaropathie. Et aussi, on voit donc, la femme peut nous faire un véritable infarctus du myocarde, et surtout au cours du dernier trimestre de grossesse. La thrombolyse n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est une contre-indication relative. Pourquoi relative? Parce qu'il y a un risque hémorragique materno-fœtal. Donc, chaque fois que vous pouvez vous suspecter un infarctus, donc même si on vous dit que la femme jeune, elle est protégée par ses hormones, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire un infarctus. Donc, devant toute douleur suspecte, vous suspectez, chaque fois que vous suspectez un infarctus, n'hésitez pas à faire un ECG à votre patiente. Et si vous trouvez donc l'infarctus, vous l'envoyez dans une salle de cathétérisme cardiaque pour une angioplastie. Et si vous ne pouvez pas l'envoyer, ben, il faut thromboliser. La thrombolyse, c'est une contre-indication relative, ce n'est pas une contre-indication absolue. Bien sûr, en respectant les autres contre-indications. Donc, surtout pendant le travail, que l'infarctus va être dévoilé, et parce qu'il y a un stress, la contraction cardiaque du travail. La voie basse est préconisée dans le cas où, après un infarctus, bien sûr, du myocarde stable. Les causes rares, l'athérosclérose, mais je vous ai dit, il y a des cas, c'est le tabagisme, l'hypercholie, la dyslipidémie familiale, méconnue. Il y a des femmes qui ont une famille de dyslipidémiques, le diabète et l'hérédité. Mais en général, il survient sur des coronaires normales. Il ne faut pas oublier que les coronaires des femmes, ce sont des petites coronaires, ce qui explique donc leur fragilité. Ils peuvent se disséquer facilement, et donc c'est une hémorragie intracoronaire qui peut obstruer la lumière de leurs artères, qui est responsable de l'infarctus du myocarde. Ou bien un spasme prolongé, surtout lorsqu'on utilise donc le métergin. Le métergin avant, il était utilisé pour augmenter la contraction utérine et donc favoriser l'accouchement, mais ils entraînent paradoxalement une contraction accrue des artères coronaires, entraînant un spasme prolongé qui peut induire un infarctus du myocarde. Le tabagisme est responsable de l'infarctus du myocarde parce qu'il entraîne une modification de la coagulation et la formation de thrombus in situ. Donc, même s'il n'y a pas de plaque, on peut avoir un thrombus qui se forme dans les plaques, dans les artères coronaires, et c'est responsable d'un infarctus de myocarde. Donc, c'est pour ça, donc, il faut faire très attention chez une femme cardiopathe qui veut faire une grossesse.
Donc, elle doit passer par le cardiologue. Là, chez une femme qui a des enfants, s'il y a une cardiopathie sous-jacente qui contre-indique la grossesse, il ne faut pas hésiter à faire une ligature des trompes si la grossesse, bien sûr, est sévère et la grossesse est contre-indiquée en cas, bien sûr, de multiparité si elle a déjà des enfants. Bon, chez l'homme, on peut préconiser une vasectomie, quoique cette dernière elle est généralement mal acceptée par les hommes. Sinon, on peut s'aider par les moyens de contraception externe, le dispositif intra-utérin ou le stérilet. Mais dans ce cas-là, il est contre-indiqué chez les patientes qui sont porteurs de prothèses parce qu'il y a le risque d'endocardite infectieuse. En plus, lorsqu'ils sont sous traitement anticoagulant, parce que le stérilet entraîne des saignements, des métrorragies, et donc va augmenter ces saignements. Il faut savoir que le dispositif intra-utérin, il est contre-indiqué chez la femme enceinte. On peut le tolérer en dehors, bien sûr, des valvulopathies et en dehors de prothèses, et les porteurs de prothèses valvulaires, que ce soit biologiques ou mécaniques, ou même c'est les patients qui ont subi une plastie. La contraception œstroprogestative, parce qu'elle augmente, et surtout les progestatifs, vous savez tout ce qui augmente le risque thromboembolique, et comme on avait dit que la femme enceinte va trouver son tableau de coagulation donc augmenté, et donc augmentation aussi du risque thromboembolique, donc ils sont contre-indiqués. On peut s'aider par les progestatifs microdosés. Rappelez-vous bien, donc les moyens de contraception, c'est les microprogestatifs mini-dosés. Bien sûr, dans les cardiopathies modérées non emboligènes. Mais le problème avec ces progestatifs purs mini-dosés, c'est le risque d'échec qui est élevé. Donc, c'est des femmes qui peuvent faire des grossesses. C'est pour ça qu'il faut associer des moyens de contraception externes, tels que les spermacides, où carrément la femme peut mettre un diaphragme, qui est l'équivalent du préservatif chez l'homme. Donc, l'homme peut mettre le préservatif, la femme peut mettre le diaphragme, et ils peuvent faire des spermacides locaux pour éviter une grossesse. Les méthodes par abstinence doivent être déconseillées parce que ça entraîne un taux d'échec qui est très, très, très important. Il ne faut pas compter sur les méthodes de contraception par abstinence. Donc, le traitement médical en cas de valvulopathie chez une patiente non enceinte. Donc, comme on l'avait vu, qu'on pouvait utiliser les vasodilatateurs, notamment les dérivés nitrés, les diurétiques, les anticoagulants en cas d'arythmie. Au cours de la grossesse, il ne faut pas donner beaucoup de diurétiques parce qu'ils peuvent entraîner une ischémie placentaire. Et l'ischémie placentaire peut être responsable d'un décollement placentaire, responsable d'un HRP, d'un hématome rétroplacentaire. Donc, il faut faire très attention de donner les diurétiques qu'en cas de nécessité. Maintenant, pour les AVK, j'ai parlé en long et en large et on a très bien expliqué. Bon, la prophylaxie donc, de l'endocardite infectieuse ne se fait pas. Mais les traitements qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, vous avez les AVK, les antiarythmiques, qui sont une contre-indication formelle, notamment la cordarone et le propafénone, les inhibiteurs calciques qui peuvent être tolérés au cours du dernier trimestre de grossesse en cas d'HTA. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont contre-indiqués. On autorise bien sûr donc les diurétiques, les digitaliques, les dérivés nitrés. Le choc électrique externe, on peut l'indiquer chez la femme enceinte sans problème. Pourquoi? Parce que le cœur de fœtus, il est protégé par le fœtus lui-même et aussi par l'utérus qui est épais. Donc, vous pouvez délivrer des chocs électriques externes en cas de nécessité chez la femme parturiente sans problème. Et chez la femme qui a un pacemaker, on peut aussi faire un choc électrique externe pour ne pas déprogrammer votre pacemaker. Il faut faire un choc électrique externe antéro-postérieur. C'est à mettre une palette à la poitrine et une autre palette dans le dos et choquer votre patiente. Le traitement chirurgical n'est indiqué que lorsque la cardiopathie est mal tolérée malgré le traitement médical. La commissurotomie à cœur fermé, qui est actuellement remplacée par la dilatation mitrale
percutanée en cas de rétrécissement mitral, parce qu'avant, il n'y avait pas de cardiologie interventionnelle. On faisait la commissurotomie à cœur fermé avec les bougies pour essayer de dilater le rétrécissement mitral, mais actuellement, on fait directement la dilatation mitrale percutanée, bien sûr, en respectant les contre-indications. N'oubliez pas la protection de l'abdomen par des tabliers de plomb. Là, vous avez différents traitements et leurs effets secondaires chez le fœtus. Je ne vous demande pas de les apprendre tous. Pour les bêta-bloquants, juste, je vous dirais qu'il faut faire attention à l'hypotrophie fœtale, à la détresse respiratoire parce qu'il y a une immaturité pulmonaire en rapport avec les bêta-bloquants, une bradycardie et une hypoglycémie, la diminution de la contraction utérine, sauf pour les bêta-bloquants cardiosélectifs. Donc, vous pouvez utiliser les bêta-bloquants cardiosélectifs, sauf pour l'athénolol qui reste contre-indiqué à cause de son effet tératogène chez la femme enceinte. L'hypertension artérielle, eh bien, on a plusieurs définitions de l'hypertension artérielle. Vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle chronique, l'hypertension artérielle gravidique et la prééclampsie. L'HTA chronique, c'est une patiente qui déjà avait une hypertension avant sa grossesse, donc une hypertension qui est connue. Et le seul problème avec cette HTA chronique, c'est de switcher, c'est de changer le traitement. Si elle était sous IEC ou ARA2, qui sont les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont contre-indiqués, il faut les changer par d'autres traitements, notamment les alpha-bloquants, alpha-méthyldopa par exemple, ou en cas de non-réponse, on peut aller vers les inhibiteurs calciques. L'HTA gravidique est définie comme une hypertension isolée, bien sûr, sans protéinurie, parce que s'il y a une protéinurie, on va rentrer dans le tableau d'une prééclampsie apparaissant à partir de la 20e semaine d'aménorrhée. Et la prééclampsie, c'est une HTA gravidique avec une protéinurie, bien sûr. Le risque, c'est l'éclampsie. Donc, il faut faire très attention. Un régime peu sodé. Le traitement n'a pas montré de diminution de la mortalité chez la femme enceinte de cette HTA. La façon qui présente des chiffres tensionnels élevés, bien sûr, doit être hospitalisée et traitée. On privilégiera dans ce cas les dérivés nitrés par voie parentérale. Si l'éclampsie, bien sûr, c'est l'extraction fœtale pour sauvetage maternel. Les troubles de rythme, bien sûr, ils sont aggravés chez la femme enceinte en rapport avec l'augmentation de la volémie et la charge du système sympathique. Donc, chaque fois que vous avez, donc, chez une femme enceinte, une cardiopathie sous-jacente, il faut faire très attention. Vous avez vu que les troubles de rythme peuvent être aggravés par la grossesse et d'autres sont favorisés par la grossesse, comme les tachycardies ventriculaires sur cœur sain. Mais chaque fois, s'il y a un cœur sain, donc il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, lorsqu'il y a une cardiopathie sous-jacente, dans ce cas, il faut faire très attention. S'ils sont mal tolérés, donc peut-être qu'il faut arrêter cette grossesse. Là, je vous donne les recommandations de la Société européenne de cardiologie où je vous parle des contre-indications de grossesse et les patients donc à haut risque. Donc, chaque fois que vous avez une hypertension artérielle pulmonaire, quelle que soit sa cause, une dysfonction VG sévère avec une fraction d'éjection du ventricule gauche moins de 30% au stade 3 ou la 4 de la NYHA, une cardiopathie de temps ou une dysfonction résiduelle du ventricule gauche, une sténose mitrale sévère symptomatique ou aortique, le syndrome de Marfan avec une diamètre de l'aorte supérieure à 45 mm, ou bien en dehors du Marfan, une dilatation de plus de 50 mm, que ce soit avec une bicuspidie, valve aortique et la coartation de l'aorte. Mais je vous ai dit, il faut retenir les trois qu'on a cités tout à l'heure qui contre-indiquent la grossesse. C'est-à-dire, mauvais pronostic quand vous avez donc un obstacle à l'éjection du VG, RM ou RAO, une cardiopathie cyanogène, dysfonction VG, une fraction d'éjection moins de 40%, un syndrome de Marfan. Faire très attention, c'est pas une contre-indication à la prothèse valvulaire,
mais ces patients qui doivent être très attention parce qu'on doit faire le relais par l'héparine et faire très attention aux thromboses de prothèses, les coronaropathies qui peuvent être décompensées par une coronaropathie sous-jacente qui était méconnue. Je vous remercie. Et du coup, je vous demande si vous avez bien sûr des questions, de commencer à poser vos questions. Là, je vois qu'il y a une question. Le cours, c'est Dr. Rousseau qui s'occupe de vous envoyer le cours. Je pense qu'il le passe à votre collègue délégué. Vous m'envoyez le cours ainsi que celui de la fois passée. Pourquoi Dr. Rousseau ne vous a pas envoyé le cours? Pourtant, il a les 4 cours que je fais. Vous lui demandez, sinon je sais pas, parce que j'ai pas le mail de votre, et même le mail, votre mail, même s'il est écrit, je peux pas me rappeler de lui. Donc, vous demandez à Dr. Zouk de vous envoyer le cours. Vous rentrez, la déléguée, est-ce qu'elle est là? Si vous la déléguez, oui. Donc, vous l'avez appelé pour le cours? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, il n'a pas été encore envoyé. Donc, je me suis dit, peut-être par votre biais, ça sera plus facile. OK, donc j'ai pris votre mail et je vais vous le donner. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Pour le MEDEO, c'est la bromocriptine. Voilà. Et dans l'HTA gravidique, oui, normalement, elle disparaît 6 mois après la grossesse. Si elle persiste après 6 mois de la grossesse, donc c'est une HTA chronique. Ça ne devient plus une HTA gravidique. Parce que par définition, l'HTA gravidique doit disparaître 6 mois après la grossesse. Elle apparaît pendant la grossesse et disparaît après la grossesse. Oui? Oui, elle doit disparaître après l'accouchement. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant l'accouchement, il y a une imprégnation hormonale très importante. C'est pour ça que certains sujets qui sont prédisposés peuvent faire l'HTA gravidique. Mais il faut savoir aussi que les patients qui font de l'HTA gravidique sont prédisposés à faire plus tard une véritable hypertension artérielle. Oui, docteur Tazit? Docteur, par rapport aux prothèses valvulaires, vous avez Oui. dit qu'elle n'est pas contre-indiquée, mais Oui. j'ai pas compris qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que la femme enceinte doit... C'est le relais des AVK, je vous ai dit. De faire très attention pour le relais des AVK au cours du premier trimestre et la fin des 15 derniers jours avant l'accouchement. Le relais par l'héparine. Déjà, je pense que j'en ai parlé dans mon dernier cours et ce cours-là. Mais il n'y a pas de souci. Parce que c'est le dernier cours avec vous. Si vous avez des questions sur les 4 cours que je vous ai fait, c'est-à-dire les diurétiques, le traitement anticoagulant et la surveillance de l'opéré du cœur et cœur de grossesse, c'est les 4 cours que j'assume. Il y a 2 qui demandent la parole. Oui, vous pouvez parler. Oui, je vous écoute. Allô? 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 Vous pouvez poser... Oui? Ça veut dire quoi une éclampsie? Éclampsie, c'est un état de mal épileptique. C'est-à-dire, elle va faire des crises d'épilepsie. En raison d'une HTA qui est très élevée, donc il y aura une souffrance cérébrale et votre patiente va faire des crises d'épilepsie qui peuvent être des fois létales pour votre patient. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à ce stade d'éclampsie. Ok, oui. Merci. Vous allez revoir ça dans votre cours de gynéco. Quand vous allez faire vos cours de gynécologie, vous allez refaire ces modules. Oui? Okay, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Vous n'avez pas de questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, donc je peux arrêter le cours. Et je vous demanderai, bien sûr, on est toujours au niveau de service, à votre disposition. Si vous avez des questions, là, si vous avez un problème avec un problème particulier avec le cours, bien sûr, vous pouvez soit rentrer en contact par l'intermédiaire de votre délégué, ou bien vous pouvez voir avec le responsable du module, Dr. Zo, qui va me transmettre. Bien, j'espère que j'ai été profitable pour vous.
pour ces 4 cours et de revoir, Inch'Allah, prochainement, l'internat, pourquoi pas, l'internat. Je vous remercie encore une dernière fois et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.